Nous sommes ravis d'accueillir le professeur Antoine Dacosta, chef du service de cardiologie du CHU, Antoine Gerbet, cardiologue interventionnel au HPL, qui vont nous donner donc quelques clés de compréhension sur cette pathologie à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie consacre aussi des campagnes de prévention, mais pas seulement. Emmanuelle Ollier, vous êtes infirmière coordinatrice de parcours santé au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé de Roanne. Et vous allez nous parler d'un dispositif de suivi de l'insuffisance cardiaque mis en place depuis 2021 pour accompagner les patients à leur sortie de l'hôpital. Alors, pour commencer, professeur Antoine Dacosta, comment repère-t-on les premiers signes de l'insuffisance cardiaque? Qu'est-ce qui doit alerter? Que doit-on surveiller? Merci de me donner la parole sur ce thème qui nous est cher au CHU de Saint-Étienne. Je voudrais juste rappeler pour les personnes qui ne sont pas initiées, c'est que l'insuffisance cardiaque, la prévalence de l'insuffisance cardiaque, c'est 2,3% de la population française. Donc c'est un sujet vraiment très important. Alors les premiers signes, c'est des signes de dépistage qui peuvent alerter notre population, nos patients, c'est de l'essoufflement, des douleurs thoraciques, des palpitations, ce sont des œdèmes des membres inférieurs, ce sont des signes qui peuvent alerter les personnes qui n'ont jamais été concernées par ce sujet. Après, si les personnes ont déjà été traitées pour le cœur, je pense qu'il y a un facteur éducatif et je crois que le sujet sera abordé où on peut organiser le suivi des patients, faire une éducation diagnostique et thérapeutique pour qu'ils soient vigilants sur leurs symptômes. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette insuffisance cardiaque? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a vraiment des facteurs? Oui, le facteur principal, je pense que mon collègue Antoine Gerbet en parlera également, c'est les maladies des vaisseaux, les maladies coronariennes qui vont participer par le biais d'un infarctus, par exemple, à la dégradation de la fonction cardiaque. Donc ça, c'est un facteur, on va dire, le facteur prédominant. Puis il y a de véritables myocardiopathies, c'est-à-dire atteintes du muscle cardiaque qui sont à l'origine de cette insuffisance cardiaque. Puis après, quand on rentre dans une tranche d'âge après 60 ans, il y a d'autres éléments qui participent, les troubles du rythme cardiaque, la fibrillation atriale, des maladies spécifiques dont on parle de plus en plus comme l'amylose cardiaque, qui sont des maladies maintenant qu'on dépiste mieux. Donc graduellement, par ordre de fréquence, quand même, la maladie des coronaires est un facteur causal important. Quel est le profil type? Est-ce que c'est plus chez les femmes, chez les hommes? On va dire que les facteurs de risque cardiovasculaires sont plus chez les hommes. Et vous connaissez les facteurs de risque cardiovasculaire, je crois que tout le monde les connaît. Jean-Claude Jettenet les a rappelés, l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'hérédité coronarienne, le tabac. Donc ces facteurs qui vont contribuer à le développement d'une maladie des coronaires qui, lorsqu'il y a un événement aigu au niveau des coronaires, il y a forcément, si une artère se bouche, une dégradation de la fonction cardiaque qui va en découler. Et y a-t-il un âge où il faut commencer à se surveiller, à faire attention? Oui, du dépistage. Le dépistage, il se fait, on va dire, suivant les tranches d'âge, on va dire après 40 ans, si les patients ont des antécédents familiaux et d'autres facteurs de risque. Et plus on va avancer les tranches par tranche de dizaines d'âge, il va falloir être encore plus vigilant et donc aller voir le médecin et pour faire du dépistage. Et il y a différents éléments pour dépister les maladies cardiaques, différents outils comme l'échographie cardiaque, le test d'effort ou d'autres examens. Maintenant, beaucoup l'imagerie cardiaque et le scanner cardiaque. Là, voilà 4 ans qu'on a connu une grave crise sanitaire. Est-ce que des patients qui ont contracté le Covid ont-ils plus de chances de développer une insuffisance cardiaque? Le Covid est un facteur précipitant. Je crois que toutes les maladies infectieuses sont des éléments qui vont participer à la dégradation d'un état cardiaque, souvent parfois méconnu. On a vu ça avec l'épidémie du Covid, c'est-à-dire des patients qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas été dépistés d'une maladie cardiaque et un événement infectieux va les précipiter et va augmenter le risque et la mortalité chez ces patients. Donc on voit que l'insuffisance cardiaque est une maladie à prendre au sérieux. Est-ce qu'elle conduit, Antoine Gerbet, à
bon nombre d'hospitalisations? Alors oui, les chiffres principaux de l'insuffisance cardiaque, donc comme l'a souligné le professeur Dacosta, c'est une pathologie qui est fréquente, qui touche 1,5 million de Français, et ça représente à peu près 200 000 hospitalisations par an en France. Donc c'est conséquent. On pense que l'insuffisance cardiaque, elle va augmenter d'environ 25% tous les 4 ans. Donc on va être face à une vague d'insuffisance cardiaque, principalement liée au vieillissement de la population. Il y a 2 chiffres qui sont assez intéressants, qui sont sortis d'études de la DRES, de la Direction de la recherche des études statistiques, sur les hospitalisations. Et effectivement, il a été décrit dans cette étude récente qu'il y a une hospitalisation sur 40 qui serait évitable. Et sur ces hospitalisations évitables, il y en a 50% qui sont liées à l'insuffisance cardiaque. Et donc c'est pour ça, je pense, que la CPAM fait ses campagnes d'information, parce qu'effectivement, avec des patients qui sont informés, qui connaissent les principaux symptômes, donc dans leur campagne, c'est EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue. Si on connaît ces symptômes, comme ils apparaissent en général 15 jours à 1 mois avant l'hospitalisation, alors pas tout le temps, mais fréquemment, on pourrait éviter ces hospitalisations. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie difficile à soigner? Quels sont les traitements et interventions qui sont proposés? Alors, c'est une réponse complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le traitement. Donc évidemment, il y a tout ce qui est traitement étiologique, donc de la cause de l'insuffisance cardiaque. Le professeur Dacosta l'a souligné, la principale cause, c'est les infarctus du myocarde. Donc effectivement, on va traiter, quand le patient présente un infarctus, sa cause initiale, traiter l'hypertension, les valvulopathie, etc. Mais après, surtout, il y a un traitement spécifique de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, une fois qu'elle s'installe, elle est chronique et finalement, elle va avoir un traitement spécifique. Et le traitement de l'insuffisance cardiaque, il repose sur 3 piliers qui sont essentiels. Le premier pilier, c'est les règles hygiéno-diététiques. Donc souvent, on passe dessus en consultation et pourtant, c'est la base, c'est ce qui est très, très important. Et dans ces règles hygiéno-diététiques, dans ce qu'il faut connaître, c'est bien sûr, c'est la connaissance de la maladie. Il faut connaître ses symptômes parce qu'en connaissant ses symptômes, on agira plus vite. Il faut avoir une consommation hydrique régulée. Ils en parlaient dans le topo précédent. Et effectivement, on conseille d'avoir une consommation hydrique inférieure à 2 litres en tout cumulé. 1,5 à 2 litres. Alors, on conseille aux personnes âgées de beaucoup boire ou de boire pour protéger leurs reins. Mais en fait, quand on a un insuffisance cardiaque, il faut réguler sa consommation hydrique. C'est la base. Ça provoque des rétentions hydrosodées. Ça provoque l'insuffisance cardiaque. Il y a bien sûr le régime hyposodé. Donc, il faut connaître les aliments riches en sel, les eaux minérales, gazeuses, le fromage, le pain, la charcuterie, tout ce qui est très salé, quand on est insuffisant cardiaque, il faut éviter. Absolument, c'est hyper important. Et puis après, il y a tout ce qui est prise en charge globale, vaccination, contraception chez une femme jeune, etc. et suivi strict. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est les règles hygiéno-diététiques. Le deuxième pilier, c'est les traitements médicamenteux. Et là, c'est un petit peu technique. Et bon, on peut rentrer dans le détail. Il y a 4 grandes familles de médicaments qui sont essentielles. Les Américains appellent ça les 4 fantastiques, comme dans le comics. Voilà. Et il faudrait idéalement que ces 4 médicaments soient mis en place. Alors en pratique, c'est pas toujours fait parce qu'il y a des problèmes de tolérance. Les patients ont des tensions qui peuvent baisser, ils peuvent faire des malaises, ils peuvent avoir des réactions sur chaque médicament, donc c'est un petit peu complexe. Mais normalement, il faudrait ces 4 classes de médicaments. Et ces médicaments, ce sont les bêta-bloquants, donc ça, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le bisoprolol, les bivolol, etc. Les bloqueurs du système rénine-angiotensine. En troisième, c'est les antagonistes aux récepteurs minéralocorticoïdes. Alors là, on rentre dans des choses un peu complexes. Voilà. Et après, les glyphosinés. Ces 4 médicaments, ces 4 classes, sont vraiment essentiels et devraient être mis chez tous les patients pour limiter, d'une part, les hospitalisations et puis pour réduire la mortalité. Et dans le dernier pilier du traitement, il y a tout ce qui est traitement interventionnel. Et là, il y aura la mise en place des défibrillateurs. Donc le professeur Dacosta est un expert dans ce domaine, avec les défibrillateurs prophylactiques puis triple chambre. Et puis après, il y a tout un tas d'interventions qui existent, et notamment
une intervention qui m'est chère, qui existe depuis quelques années, puis qui s'est développée surtout en 2018 à la suite d'une étude qui a montré que ça impactait vraiment la mortalité, la réduction de l'insuffisance cardiaque. C'est une intervention sur la valve mitrale qu'on appelle le MitraClip. Voilà. Puis après, il y a tout un tas de traitements plus complexes avec des assistances potentiellement chez les patients les plus jeunes qui peuvent conduire jusqu'à la greffe cardiaque. Professeur Dacosta, est-ce que ce sont des interventions lourdes à pratiquer ou maintenant c'est devenu un peu... Antoine a bien commenté l'importance. Je crois que les messages clés pour les patients, c'est de faire confiance à son médecin traitant et à son cardiologue et de suivre les indications sur les traitements déjà médicamenteux, sur les règles hygiéno-diététiques. C'est très important. Quand on parle des facteurs médicamenteux que vous a cité Antoine, c'est des médicaments qui ont prouvé dans des études à long terme l'amélioration du pronostic des patients, c'est-à-dire, c'est très important parce qu'on parle de diminution de mortalité, diminution d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, diminution des récidives d'infarctus. Et quand votre médecin ou votre cardiologue essaie de mettre en place ces traitements graduellement, parce qu'on sait qu'il y a un effet dose dépendant de ces traitements, et donc il faut au mieux suivre ces indications, parce qu'on sait qu'on va améliorer le pronostic, on va diminuer les réhospitalisations. Après, bien sûr qu'il y a les traitements médicamenteux, les règles hygiéno-diététiques, on en a parlé, on l'a soulevé, on a soulevé l'importance que ça avait. Après, il y a d'autres traitements qui viennent en plus pour améliorer le pronostic des patients. Il y a le traitement électrique, on vous en a parlé, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais maintenant il y a des pacemakers ou des défibrillateurs qui sont là pour améliorer la fonction cardiaque des patients qui ont une insuffisance cardiaque. Il y a ce que disait Antoine, c'est des réparations de la valve mitrale quand il y a une fuite à la valve mitrale, sans opération, en passant par voie endovasculaire. Donc on a des possibilités de traitement chez les malades les plus graves qui viennent se surajouter au traitement médicamenteux. Mais je crois que le message clair pour l'amélioration de la qualité de vie, du pronostic des patients, déjà le traitement médicamenteux est fondamental. Et ces dernières années, ça a eu un impact très important. Des nouvelles molécules qui protègent le rein, qui sont des antidiabétiques, ont montré une amélioration encore du pronostic des patients insuffisants cardiaques. Il faut savoir que l'insuffisance cardiaque, il y a un taux de réhospitalisation après une première poussée d'insuffisance cardiaque qui est de l'ordre de 30% en fonction des stades, 30% à 3 mois, 30 à 50%. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place dans l'organisationnel. Et là, je tends un petit peu la perche. Oui, donc qui dit hospitalisation dit grosses dépenses pour la caisse primaire d'assurance maladie, donc qui n'est pas là que pour rembourser des soins, mais qui finance aussi des dispositifs un peu uniques en France, donc notamment un qui est proposé à l'hôpital de Roanne pour les patients qui sont admis après une insuffisance cardiaque. Alors, Emmanuel Ollier, quel rôle joue le patient dans ce protocole? Comment ça se passe? Alors, le patient au cœur donc, du parcours, voilà, normal. Hein. Par contre, effectivement, donc, le parcours post-hospitalisation qu'on a, nous, mis en place depuis 2021 à la CPTS, est vraiment centré sur une tripartite. En fait, il fonctionne surtout avec, moi en tant qu'infirmière coordinatrice, le Prado cardio, les assistants de Prado qui nous aident beaucoup, et le secrétariat de la cardiologie du CH de Roanne. Donc, on travaille vraiment à trois, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est un parcours qui, depuis 2021, on est à peu près à 400 patients, sachant que les patients, on les gardait 1 an dans le parcours, en faisant un suivi régulier, donc à 8 semaines en sortie d'hospitalisation en post-Prado, en fait. Donc, c'est moi qui contacte les professionnels de santé, acteurs autour du patient, donc le cardiologue, le médecin traitant et les infirmiers libéraux qui sont auprès du patient. Un deuxième suivi à 6 mois et le dernier suivi à 1 an. Donc, si l'état du patient est stabilisé sur l'année, je le sortais du parcours. Voilà. D'accord.
Et donc le suivi en parallèle quand même est aussi assuré par les cardiologues. Alors oui, ce qu'il y a surtout en sortie d'hospitalisation, donc les conseillères Prado, justement, c'est elles qui prennent les rendez-vous. Ça se passe comme ça dans notre parcours, hein, ça peut être un petit peu différent. C'est elles qui justement prennent le rendez-vous avec le cardiologue dans les 2 mois, sortie d'hospitalisation, avec le médecin généraliste normalement, c'est 7 jours sur les critères d'inclusion du parcours, mais on va dire que c'est entre 7 et 14 jours, et dans les 48 heures avec l'infirmier libéral qui va à domicile. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un taux de rechute, comme vous parliez tout à l'heure? Alors, nous, on est, comme vous disiez, je crois qu'il y a beaucoup de réhospitalisation. Nous, ce qu'on constate, on avait une valeur référence nous, sur le CH de Roanne, je parle, initiale de 16% de réhospitalisation à 6 mois. En 2019, date. Et là, nous, actuellement, sur le parcours, aujourd'hui, on est à 5% de réhospitalisation. Donc, on voit que c'est efficace. C'est très efficace, le parcours. Vraiment, on voit l'efficacité du parcours, du suivi, en tout cas, pour les patients. Voilà. Parce que quel est le suivi que vous effectuez? Alors, à Saint-Étienne, il n'y a pas encore ce dispositif. Alors, nous, au CHU de Saint-Étienne, on a été, on va dire, sélectionnés, entre guillemets, au niveau européen pour faire partie d'un programme d'organisation des insuffisants cardiaques. On fait partie des 12 ou 13 centres européens qui ont été sélectionnés par une société qui nous aide à mettre en place une unité de suivi et d'organisation de prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc on a actuellement cette mise en place avec des protocoles qui sont organisés au sein de l'établissement entre tous les services, entre le service d'urgence, les services qui participent, si vous voulez, à la prise en charge de ces patients insuffisants cardiaques. D'où le but également d'avoir une éducation thérapeutique, le but de mettre en place des protocoles communs et d'avoir une unité fonctionnelle et physique avec de l'hôpital de jour pour prendre en charge ces patients. Donc les choses sont déjà très avancées. Le fonctionnement va être opérationnel à la fin de l'année. Et donc, il y a bien sûr le télésuivi, la prise en charge. Pour éviter les réhospitalisations, les malades les plus graves seront revus à 15 jours en hôpital de jour. Donc, toute cette organisation, et vous l'avez bien soulevé, c'est une organisation qui améliore le pronostic des patients au même titre que les traitements qui sont mis en place. Et avec ça, on peut gagner également en termes de qualité de vie, de réhospitalisation et de pronostic pour les patients. Donc, on a un intérêt médical à organiser la prise en charge des patients insuffisants cardiaques, avec aussi également des bilans qui sont effectués chez des malades spécifiques pour le dépistage de certaines maladies, parce que toutes les myocardiopathies ou toutes les insuffisances cardiaques ne sont pas de la même cause. Et il faut savoir également dépister pour traiter spécifiquement certaines pathologies. D'accord. Vous aussi, au HPL, vous avez un dispositif de suivi? Oui, exactement. Alors nous, c'est un petit peu différent. Si vous voulez, le nombre de patients augmente atteints d'insuffisance cardiaque et parallèlement, on a un nombre de cardiologues qui diminue dans notre région. Donc c'est compliqué. Donc il faut réinventer des parcours, effectivement. Et sur ces parcours, il y a des dispositifs qui se créent avec des infirmières pratiques avancées. Donc ça, c'est une nouvelle législation qui est apparue il y a peu de temps. Et donc, on a 2 infirmières en pratique avancée qui sont en formation. Donc, elles ne sont pas encore totalement formées, mais qui vont, on a bon espoir, intégrer notre parcours. Jusqu'à présent, on revoyait tous nos patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque dans le premier mois. Et là, ce qui était un peu limite de notre organisation, c'est que les recommandations européennes de 2023 conseillent fortement de revoir tous les patients très régulièrement dans les 6 premières semaines pour renforcer les doses du traitement médicamenteux, comme l'a souligné Antoine Dacosta. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation de consultation, c'est très compliqué de revoir sur 6 semaines plusieurs fois le même patient parce qu'on est débordé. Et donc, la création de ces parcours comme il existe à Roanne, et puis nous, l'intégration d'infirmières de pratique avancée qui vont s'installer en libéral avec nous, vont pouvoir simplifier les choses. Alors les patients ne verront pas forcément le médecin à chaque fois, ça sera une infirmière de pratique avancée, mais qui fera partie d'une équipe
justement, et qui permettra d'ajuster les doses et d'optimiser ce traitement. Et c'est ce qu'on met en place en ce moment. Je voulais rajouter quelque chose, justement, l'intérêt aussi des formations des professionnels de santé. Donc, je sais que nous, on s'occupe aussi de ça sur WAN. On fait des formations en cardiologie, donc sur l'insuffisance cardiaque, avec un cardiologue de ville, docteur de Sonnières. Et on a formé plus de 300 professionnels de santé, tout confondus, bien sûr, hein, infirmiers, médecins généralistes, effectivement, pour les sensibiliser, sur les premiers signes, notamment ce que vous disiez sur les signes EPOF, donc essoufflement, poids, œdème et fatigue. Merci. Donc, moi, je pense que c'est hyper important aussi, ça, de bien former les professionnels de santé pour être alertes voilà, et repérer le plus rapidement possible. Oui, c'est 2 points très importants, hein. La formation des professionnels de santé, les infirmières, et ce que disait Antoine, les infirmières de pratique avancée. Nous également, on a dans notre organisation d'unités fonctionnelles et physiques, on a des infirmières qui vont être opérationnelles en fin d'année et qui sont des infirmières de pratique avancée qui auront le temps pour l'éducation thérapeutique, le temps pour aider au suivi de ces patients et qui viendront en soutien des médecins. Je crois que c'est l'avenir, hein, ces infirmières de pratique avancée. On espère qu'on sera soutenu par nos différentes structures pour pouvoir avoir de plus en plus de formation dans cette filière. Très bien. On va céder la parole au public s'il a des questions. Bonjour. Est-ce qu'une personne hypertendue doit être suivie par un cardiologue? Pas forcément, non. Les premiers stades de l'hypertension artérielle, c'est quelque chose de très codifié. Ça peut être bien plus complexe, bien sûr, si c'est un sujet très jeune, avec une hypertension très avancée. Mais comme c'est une pathologie qui est très fréquente, jusqu'à 2 ou 3 traitements, le médecin traitant peut largement suffire, je pense, pour une hypertension débutante. Pas votre avis. C'est mon avis aussi. Hein. Tu l'as souligné tout à l'heure, hein, il manque de cardiologues, donc il faut bien sûr ne pas les solliciter de manière massive sur des prises en charge qui peuvent être faites par le médecin généraliste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Personne. Comment peut-on dépister l'eau dans les poumons? On peut dire que le dépistage de l'eau dans les poumons, c'est des signes d'insuffisance cardiaque. Le patient va consulter son médecin parce qu'il est essoufflé, parce qu'il a des œdèmes des membres inférieurs. Et après, c'est un diagnostic qui est fait par le médecin traitant ou le cardiologue. Après, comment dire, ça c'est la base, si vous voulez, pour dépister des signes d'insuffisance cardiaque, l'eau dans les poumons. Mais dans le futur, il y aura des soutiens, on vous l'a parlé, des réseaux qui permettront de... Je parle pour la globalité, je ne parle pas de votre cas personnel. Une autre question. Est-ce que la baisse de performance physique subite est un signe de problème cardiaque? Par exemple, à vélo Ça peut être un signe
le problème des signes cliniques en cardiologie, si vous voulez, c'est que un signe clinique peut être en lien avec plusieurs pathologies. C'est pas une action directe, oui, non, perte de capacité physique, ça peut être de l'insuffisance cardiaque, ça peut être des troubles du rythme, ça peut être des ralentissements du rythme cardiaque, ça peut être une évolution liée, on va dire, au vieillissement. Donc là, vraiment, c'est typiquement des éléments de consultation qui permettront d'établir un diagnostic. Merci. Alors, je prends le relais pour pouvoir me balader dans la salle. Je prends la question d'ici, puis après, je vais aller au fond, parce qu'on a souvent tendance à interroger les personnes du premier rang, mais au fond, ils ont des questions aussi. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on a l'habitude de penser que les maladies cardiovasculaires, c'est un peu plus la panacée des messieurs. Par contre, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de femmes maintenant qui sont touchées par ces maladies. Et moi, j'ai l'impression que la prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes, c'est quelque chose qui reste assez compliqué. Donc, je voulais savoir comment on peut justement informer davantage les femmes sur les risques et la spécificité de ces maladies cardiovasculaires. Très bonne question. C'est une réponse difficile, mais effectivement, la part des femmes qui développent des maladies cardiovasculaires fait qu'augmenter, surtout parce qu'il y a un taux de tabagisme qui est beaucoup plus élevé chez les femmes qu'à l'époque. Les femmes ont des particularités cliniques, notamment des symptômes qui sont différents et qui sont des moments difficiles à étiqueter. Mais vous avez raison, on devrait faire plus de campagnes de sensibilisation sur les pathologies cardiovasculaires ciblées pour les femmes. C'est la CPAM qui choisit ces thèmes. Il y a quelques années, il y a eu un thème sur la mort subite avec tout le développement des défibrillateurs automatiques implantables et puis des DSA. Là, ils se concentrent sur l'insuffisance cardiaque en ce moment, mais ça reviendra sûrement, je pense. Alors, chose promise, chose due, je suis au fond de la salle avec une dame qui a une question à vous poser. Bonjour, j'aimerais savoir dans les facteurs de risque si la vaccination contre la Covid n'influe pas les problèmes cardiaques. Alors, cette question, sujet polémique au fond. C'est une question qui a été débattue surtout par les patients au final parce que le corps médical et le corps scientifique est clair là-dessus, c'est-à-dire que les preuves scientifiques vont très 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 en faveur de la vaccination antigrippale et anti-Covid, et ça fait partie des recommandations du traitement du patient insuffisant cardiaque. Je crois que le message, il faut qu'il soit clair, il ne faut pas qu'il soit flou. Il faut que les patients qui sont insuffisants cardiaques, qui sont plus fragiles que les autres patients, bénéficient d'une vaccination antigrippale et anti-Covid. Très bien, merci. Alors, je suis toujours au fond de l'assistance. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Ah, ben voilà, il suffit que je sois au fond pour qu'il y ait des questions devant. C'est pour mon activité sportive en lien avec la conférence précédente où on nous a dit qu'il fallait, pour muscler son cerveau, faire une activité physique régulière. Mais pour la cardiologie aussi, d'ailleurs. À la fin de la journée, je serai en pleine forme. C'est justement le sujet de ma question. L'activité physique, on se rend compte qu'elle joue un rôle de plus en plus important et il y a des campagnes qui sont mises en place, notamment dans des maladies chroniques. Est-ce que dans vos parcours de soins, il y a des choses qui sont faites au niveau de l'activité physique adaptée concernant tout ce qui est prévention, du coup secondaire ou tertiaire? Nous, au niveau de notre parcours, je vais parler vraiment le parcours qui se passe sur Roanne. En tout cas, effectivement, il y a un plateau de TP sur le CH. Donc, effectivement, les patients sont forcément, quand ils sont hospitalisés, on leur pose la question. Enfin, en tout cas, on les dirige vers cette ETP. Après, il y en a qui ne veulent pas. Voilà. Mais nous, en tout cas, c'est voilà, c'est fait au CH. En tout cas, c'est pas nous qui développons le TP directement. C'est une très bonne question parce que ça fait partie du parcours de soins de l'insuffisance cardiaque, au même titre que tout ce dont on a parlé, les traitements. Et c'est un facteur améliorant des patients insuffisants cardiaques, la rééducation cardiaque et l'activité physique, tout en prenant en compte après des filières
d'éducation thérapeutique, de prise en charge psychologique, d'aide, si vous voulez, au suivi des patients insuffisants cardiaques. Et donc, il y a un effet massif de cette rééducation cardiaque sur le pronostic des patients. Merci pour cette réponse, donc qui est adaptée finalement dans le parcours de soins. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement à poser directement à nos spécialistes, hein? Vous avez quand même le gratin de ce qui se fait de mieux dans la Loire. Écoutez, ne vous les valorisez pas. On peut peut-être préciser ce qu'est une infirmière de pratique avancée. Alors je traduis ce que dit ma collègue. On peut peut-être préciser ce qu'est une infirmière de pratique avancée. Formation, etc. Ouais, moi, je vais citer l'exemple de notre infirmière de pratique avancée en insuffisance cardiaque. C'est des infirmiers, il faut déjà des diplômés à être infirmières. Et ensuite, il y a un parcours, elles reprennent leurs études et elles font, on va dire, à moitié de la pratique en lien avec les médecins, où elles vont apprendre à faire des diagnostics, apprendre les traitements, apprendre à prescrire. Elles pourront également prescrire et en même temps, elles ont une formation tout à fait théorique. C'est 2 ans d'études. Donc c'est quelque chose qui est très... et donc, généralement, c'est financé par le CHU pour notre exemple. Et c'est une filière en devenir et ça fait des infirmières hyper spécialisées dans un domaine qui va être, par exemple, l'insuffisance cardiaque. Ça peut être d'autres domaines de spécialité. Et de plus en plus, on aura des infirmières de pratique avancée qui vont faire de la consultation avec des temps dédiés pour cette consultation. Elles auront plus de temps que le médecin et elles pourront, en amont du médecin, préparer la prise en charge, le traitement pour ces patients, ou renouveler un certain nombre d'ordonnances, aider au télésuivi, puisqu'on a parlé de la télésurveillance des patients insuffisants cardiaques. Donc il y a une vraie spécialisation. Vous vouliez peut-être compléter ? Oui, alors il y a tout un tas de dispositifs qui sont en train de se développer en France, et donc il y a même des dispositifs qu'on appelle Cardio Plus, mais c'est dans les zones vraiment de désert, médicaux, donc en Lozère ou certains départements vraiment où il n'y a personne, et il y a même des infirmières de pratique avancée qui sont en premier recours et qui libérales et qui interagissent par un système de téléconsultation avec des cardiologues à distance. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs nouveaux qui existent, mais c'est un nouveau métier, donc en fait, c'est difficile d'en parler clairement pour l'instant. Mais nous, en tout cas, ce qu'on promeut, c'est plutôt des infirmières de pratique avancée au sein d'une équipe, avec des cardiologues référents dans l'équipe, et bien sûr, elle va suivre des patients qui ont déjà été vus par un cardiologue et qui seront encadrés. Mais les choses bougeront peut-être à l'avenir. Très bien, merci pour ces explications. Est-ce qu'entre-temps, vous avez réfléchi à une question éventuellement que vous souhaiteriez poser ? Oui, voilà. Vous voyez, c'est à nouveau au fond, donc je refais mon activité physique. Je vois plein de monde qui a pris des notes. Alors attendez, bougez pas. Ah oui, vous avez été très attentif à ce qui s'est dit. Hein, Pardon, j'arrive jusqu'à vous. Je vous prête mon micro. Bonjour, voilà. J'aimerais savoir, je suis actuellement sous bêta-bloquant, je fais un peu de sport et j'aimerais savoir comment je peux connaître ma nouvelle fréquence cardiaque. Vu qu'elle diminue, vu que la fréquence cardiaque diminue avec les bêta-bloquants. Alors, comment connaître sa fréquence cardiaque sous métabloquant ? Eh ben, il y a la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Donc, il y a la fréquence cardiaque de repos puis d'effort. Donc, effectivement, quand on instaure des bêta-bloquants, la fréquence cardiaque de repos, elle va diminuer. C'est un antagoniste des récepteurs adrénergiques. Pour connaître votre fréquence cardiaque, il faut prendre votre pouls radial, qui est au niveau du poignet. Il faut compter le nombre de pulsations sur 1 minute et vous aurez votre fréquence cardiaque. Après, si vous voulez l'avoir de manière très précise, il faut avoir soit
un fréquence-mètre, soit une montre connectée, soit un dispositif plus avancé. Voilà. Après, la bonne fréquence cardiaque va dépendre de la pathologie que vous avez. Et donc, votre médecin et votre cardiologue le savent. Globalement, sous bêta-bloquant, ce qu'on souhaite, la bonne fourchette, retenez que c'est entre 50 et 60, pour qu'il y ait un effet bénéfique chez l'insuffisant cardiaque ou chez le patient qui a fait un infarctus ou dans d'autres indications. Nous, la bonne gamme de fréquences, c'est plutôt ça. Très bien, écoutez, merci pour ces explications. Alors on en sait un peu plus maintenant sur la cardiologie. Merci à nos 3 intervenants spécialistes. Je vous ai dit le gratin du département, on peut les applaudir. Merci également à Muriel Catalano d'avoir mené cette table ronde. D'ailleurs, Muriel, on vous retrouve un peu plus tard sur environnement, quelles conséquences sur la fertilité. Ça sera cet après-midi sur une autre table ronde.